Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Les préjugés antisémites sont très enracinés dans la société belge, en particulier à Bruxelles où près d'une personne sur 4 exprime de l'antipathie envers les juifs ou estime que les juifs ne sont pas vraiment des Belges comme les autres. Ces résultats inquiétants, ils ressortent d'un sondage réalisé par Ipsos pour l'Institut Jonatas, un centre d'études et d'action contre l'antisémitisme créé il y a quelques mois. Les résultats de ce sondage, ils résonnent aussi avec le constat qu'UNIA avait dressé il y a déjà quelques mois. Depuis les attentats du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël et les frappes israéliennes sur Gaza, on constate une nette recrudescence des discours et des crimes antisémites. Le Centre d'action laïque condamne toute forme d'antisémitisme et s'inquiète de cette recrudescence. Nous avons donc voulu faire le point aujourd'hui sur la nature de ces discours de haine, sur les conséquences pour les personnes juives de Belgique, mais aussi sur les moyens de lutter. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Alors j'ai le plaisir d'accueillir en studio Benjamin Beckmans. Vous êtes le président du CCLJ, le Centre communautaire laïque juif David Susskind. Bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, on accueille Patrick Charlier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur d'UNIA, ancien centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme. Alors Patrick Charlier, ça me semble utile pour cadrer un peu le débat de rappeler quelques notions. Et la première, c'est finalement, c'est quoi l'antisémitisme et c'est quoi une infraction antisémite selon la loi belge ? Alors, la définition de l'antisémitisme peut mener des discussions sur l'ensemble de l'émission, mais au niveau législatif... de différence, on aura l'occasion d'en parler, mais sans entrer, on va dire, dans des choses trop techniques. Au niveau de la loi, il y a d'une part ce qu'on appelle le discours de haine, c'est-à-dire l'incitation à la haine, la violence ou la discrimination. Et donc ce délit d'incitation implique que l'on puisse démontrer que quelqu'un veut pousser quelqu'un à commettre un acte de violence, de discrimination ou de haine. Ça, c'est une première chose. Un autre type de discours de haine que nous qualifions d'antisémitisme, ce sont les infractions à la loi contre le négationnisme, la loi de 95, qui punit la minimisation grossière, la justification, l'approbation ou la négation du génocide commis par le régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc ça, c'est deux types de discours de haine qui sont sanctionnés par la loi. Ce qui est également puni, ce sont ce qu'on appelle les actes de haine, et donc ça, ce sont des infractions pénales, coups et blessures, graffitis, meurtres dans les cas les plus graves. On peut penser à l'attentat au musée juif, par exemple, ou si le mobile est de la haine ou l'hostilité à l'égard de la personne parce qu'elle est juive, la peine est doublée. C'est une circonstance aggravante dans une infraction pénale, et donc ça, c'est les actes de haine. Et puis, il y a un dernier type de comportement qui est sanctionné, c'est la discrimination, c'est-à-dire traiter quelqu'un différemment dans un logement, dans l'emploi, dans l'accès à des biens ou services, en raison de son origine juive. Et ça, il y en a très très peu. On a quelques dossiers de discrimination. Ce que nous avons, c'est surtout des discours de haine, surtout des actes de haine, relativement peu de discrimination par rapport à d'autres types de comportements ou de discrimination, que ce soit liés au handicap, à d'autres caractéristiques comme la couleur de la peau, etc. Et donc il y a une singularité de l'antisémitisme en Belgique qui se traduit par des propos ou par des comportements et des actes de haine en tant que tels. Je rappelle, et je vais terminer par ça, que la loi vise à réprimer certains actes inspirés par le racisme, et le critère de l'ascendance qui se trouve dans la loi contre le racisme vise l'antisémitisme, certains actes, et donc ce certain montre qu'il y a des phénomènes qu'on peut qualifier ou des comportements qu'on peut qualifier d'antisémites, mais qui ne vont pas tomber sous le coup de la loi en tant que tels, tout comme il y a des comportements homophobes qui ne tombent pas sous le coup de la loi, il y a des comportements racistes qui ne tombent pas sous le coup de la loi, et donc là, c'est vraiment une restriction, je dirais, dans l'application légale de la lutte contre l'antisémitisme. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des signalements de personnes qui vous disent, voilà, j'ai subi ou j'ai entendu des paroles antisémites qui ont été ressenties comme antisémites, mais qui, au regard de la loi, ne le sont pas. Alors, l'exemple classique, et on sait qu'il a été largement commenté, c'est le fameux char à caractère antisémite à Alost. Nous en avons fait l'analyse que ce char avait un caractère antisémite, il renvoyait à des représentations, les juifs avec de l'argent, etc. Mais nous n'avons pas pu définir en examinant qu'il y avait véritablement une intention de pousser quelqu'un à commettre un acte. Et donc, c'est un char à caractère
caractère antisémite, mais qui n'était pas, à nos yeux, contraire à la loi. D'ailleurs, il y a eu des procédures qui n'ont pas abouti dans ce cadre-là. Et donc, on peut qualifier cela d'antisémite sans que ça tombe sous le coup de la loi. Oui, alors Benjamin Beckmans, je le disais, on ne va pas entrer dans des choses trop techniques non plus sur les définitions. L'idée, c'est aussi de parler de ce que vivent les personnes au quotidien et des moyens de lutter. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs définitions et le CCLJ reprend notamment la définition de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, qui est un petit peu plus large que justement ce qui est prévu dans la loi belge. Mais je pense que ce qui convient ici de dire, c'est qu'il y a effectivement une lutte contre l'antisémitisme qui s'organise au niveau de l'État, au niveau de ce que UNIA peut ou ne peut pas poursuivre. Peut-être qu'il y a une actualisation qui est nécessaire d'ailleurs de ce qui peut être caractérisé comme action antisémite. Moi, ce que je voudrais surtout dire, c'est que la lutte contre l'antisémitisme, ce n'est pas le problème des Juifs. La lutte contre l'antisémitisme, c'est le problème de la société dans son ensemble, où une minorité fait face à une discrimination de manière évidente ou de manière plus subtile. Je pense qu'on doit se réjouir du fait que depuis 50, 80, 100 ans, il y a eu un progrès énorme dans la défense des minorités en Belgique. Aujourd'hui, le fait d'être homosexuel n'empêche pas d'être président de parti, d'être Premier ministre. Le fait d'être une femme n'empêche plus. Enfin, la liste est assez longue. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que dans la communauté juive, il y a une attitude qui est où on ne se sent pas à l'aise. Il y a des Belges juifs qui se sentent, disons-le, discriminés, ou en tout cas vivent un sentiment de malaise parce que juifs. Et ça, c'est un élément où on pense que c'est pas que le rôle de UNIA. Enfin, c'est magnifique qu'il y ait quelqu'un qui ait une organisation qui soit chargée de défendre toutes les minorités, toutes les discriminations. Mais il faut revenir à l'essence même de la lutte contre l'antisémitisme. La lutte contre l'antisémitisme, ça fait partie d'un universalisme émancipateur qui rend les droits des uns inséparables des droits des autres. Et on fait société, on fait communauté, et on n'accepte pas la discrimination des minorités, quelle qu'elle soit. Et ça doit être la norme, et la loi doit rappeler cette obligation de respecter cette norme, sinon on ne fait plus société. Et ce qui aujourd'hui fragilise ou angoisse la communauté juive, c'est de voir que parmi toute une série de minorités qui subissent des discriminations et des actes antisémites, ça va jusqu'aux agressions, on pourra revenir là-dessus, mais il y a des agressions physiques parce que juives, et qui font peut-être l'objet d'une forme d'acceptation ou de normalisation. On dit, oui, en fait, c'est un petit peu normal ce qui leur arrive. Alors que ça ne l'est pas, et la communauté juive est la première à s'insurger quand d'autres minorités se voient discriminées. Alors, mais du coup, vous parliez d'agression ou de discours de haine. Ça, depuis le 7 octobre, et UNIA l'a comptabilisé, en tout cas dans les signalements, il y a une recrudescence des actes, des paroles ou des agressions, par exemple, antisémites. Oui, alors on a fait un peu un monitoring, et c'est vrai qu'après le 7 octobre, pour donner un ordre de grandeur, on est arrivé sur 2 mois à 66 incidents à caractère antisémite sur 91 incidents qui sont liés avec le conflit. Donc on a fait ce monitoring-là, alors que l'année antérieure, nous avions 4 à 5 incidents en moyenne par mois. Et donc, on voit qu'il y a véritablement une augmentation manifeste, ce qui, malheureusement, ne nous a pas étonnés. Par le passé, on avait fait faire une enquête par l'ULB sur le monitoring des incidents antisémites liés aux tensions, aux conflits au Proche-Orient, notamment à l'occasion des opérations Plomb durci ou barrières protectrices, et où on voyait effectivement que dès que la situation devient plus violente dans le conflit israélo-palestinien, il y a un impact ici, et je suis tout à fait d'accord, c'est insupportable que les personnes juives en Belgique soient visées en raison de ce conflit. Dans le même temps, il est important de pouvoir dire que des solidarités doivent pouvoir s'exprimer sans qu'on puisse être qualifié d'être pro-ceci ou anti-ceci. Et donc, mais dans le cadre démocratique, et le cadre démocratique, c'est de respecter les personnes et de respecter les minorités sans les mettre
remettre en cause. Dans le cas présent, effectivement, au détriment des Juifs en Belgique, qui sont directement assimilés à la politique qui est menée et qui est critiquée, et qui peut être critiquée de manière virulente. Et donc, il y a là quelque chose que moi je trouve insupportable, c'est de devoir toujours se justifier ou de demander aux Juifs de se justifier par rapport à ce qui se passe là-bas. Voilà. Ouais. Je pense que personne ne demande à Elio Di Rupo s'il soutient le gouvernement de Madame Meloni. Parce qu'il a une ascendance italienne. Je veux dire, on en est là, alors que, quand vous êtes juif, que ce soit des jeunes au sein de groupes de leur groupe de copains ou que ce soit dans la vie professionnelle, on est constamment interpellé par rapport au fait que, tiens, mais que penses-tu de la politique de Netanyahou ? En fait, c'est une espèce d'assignation à identité où on nous rappelle qu'on est différent. Je veux dire, on est belge, on est né ici depuis plusieurs générations. Enfin, l'immigration juive, elle précède l'immigration italienne. Enfin, je veux dire, et on ne demande pas à M. Di Rupo ce qu'il pense de Mme Meloni. En tout cas, voilà, je ne vais pas te poser la question, mais je suppose qu'il n'est pas d'accord. Et de toute façon, ça n'a aucune importance. Alors qu'ici, en permanence, il y a une stratégie d'évitement qui est mise en place par les membres de la communauté juive qui vise à cacher qui on est. Et je trouve que c'est une régression sociale énorme. On est dans une démarche où justement, il y a la marche des fiertés, où on n'est plus obligé de cacher qui on est quand on a une orientation sexuelle, quelle qu'elle soit. C'est quand même un vrai progrès social. Aujourd'hui, la réalité de ce que vit la communauté juive, c'est de devoir cacher qui on est, parce que si on affirme qui on est, en fait, directement, on va être assimilé à un gouvernement dont on peut penser ce qu'on veut, mais où le préjugé est plutôt négatif, à tel point que des actes de violence sont autorisés. Et ce que je veux dire ici, c'est qu'il n'est même pas... Il ne faut même pas être juif pour être victime d'antisémitisme. Donc nous, au CCLJ, on a des collaborateurs qui travaillent chez nous. Certains sont juifs, d'autres ne le sont pas. Mais on a des cas d'animateurs qui se retrouvent dans des écoles où on les insulte en disant « tu tues nos enfants ». Enfin, Alors, donc c'est pour ça que c'est un problème de la société dans son ensemble, et qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité. Si vous regardez les chiffres de cette enquête qui est faite par Ipsos, il y a quand même une image très moyenne des Juifs, des marqueurs d'antisémitisme primaire. Vous avez un quart des Bruxellois qui ont une image négative des Juifs. Je pense que c'est au rôle de la société tout entière de s'occuper de ce problème. Oui, et par exemple, il y a effectivement toute une série de stéréotypes qui ressortent de cette enquête, qui ont été proposés aux gens. On voit effectivement qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes sur les Juifs. On voit aussi qu'il y a une forme de méconnaissance. Beaucoup de personnes indiquent qu'il y a par exemple trop de Juifs en Belgique, mais en fait, personne n'est capable de donner un chiffre. Donc, ce sont quoi ? Ce sont des sortes de représentations, des stéréotypes qui ressortent comme ça à cause du conflit. Pourquoi est-ce que ces stéréotypes ressortent on parlait beaucoup du conflit comme si ce phénomène d'antisémitisme, certes récent, est une accélération. Moi, je veux quand même dire qu'il existait un antisémitisme avant le conflit. Vous avez des mouvements d'extrême droite, certains qui se sont formés en partis politiques et qui récoltent des voix aux élections, qui ont depuis longtemps une attitude vis-à-vis des minorités, et en particulier vis-à-vis de la minorité juive. Ce sont des gens qui sont directement des héritiers de la collaboration. Donc, ce mouvement-là existe. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que ces marqueurs d'antisémitisme existent non seulement à l'extrême droite, mais également très fortement à l'extrême gauche. Et c'est quelque chose que je pense qu'on ne dénonce pas assez, où l'extrême gauche s'est emparée ici, effectivement, du conflit, mais pas que, pour amplifier le rôle que pourraient avoir les Juifs ou les Israéliens, ou enfin ceux qu'ils assimilent, dans le malheur des gens. Et donc vous avez un vrai antisémitisme que nous on appelle rouge, qu'il convient de dénoncer. Et on le voit dans les manifestations contre l'extrême droite. Vous avez régulièrement des slogans qui soit sont clairement antisémites, soit frisent avec l'antisémitisme. Enfin, ce qui se passe en France avec Raphaël Glucksmann, c'est quelque chose qui est quand même très très dur, ce qui s'est passé avec Viviane Teitelbaum pendant la campagne, et également, où le fait qu'on a reproché à Sophie Wilmès, est-ce qu'elle pourrait être une bonne première ministre parce qu'elle aurait des origines juives ?
Je veux dire, on va quand même très loin. Et il y a une forme de complaisance par rapport à ça. Une banalisation ? Complaisance, c'est juste, ah oui, ce serait normal. Vous connaissez l'humour juif. Nous, on dit toujours, c'est comme ça qu'on parle. On dit, il faut tuer tous les juifs et tous les coiffeurs. Et les gens répondent, pourquoi tous les coiffeurs ? Parce qu'il y a une forme de banalisation, de dire, il y aurait bien quelque chose à rapprocher. Et donc, vous avez cet antisémitisme brun, qui est l'antisémitisme de droite, vous avez l'antisémitisme rouge, à l'extrême gauche, et vous avez un antisémitisme vert, qui est cet antisémitisme qui, poussé par les frères musulmans ou d'autres qui prônent l'islamisme, c'est très compliqué, parce que là aussi, il y a une forme de banalisation. Vous avez des candidats qui disent et qui gagnent les élections, contre lesquels on a d'ailleurs porté plainte, pour dire que les juifs sont des psychopathes. Et on accepte ça. Je pense que c'est pas possible dans une société comme la nôtre que des députés au Parlement puissent être tolérés par la société dans son ensemble à partir du moment où ils traitent une minorité de psychopathes. Je veux dire, on va loin là. Oui, alors ici on parle effectivement des origines, des messages, des discours antisémites. On voit qu'effectivement dans le sondage de l'Institut Jonatas, ça vient de l'extrême droite, de l'extrême gauche et d'une partie de la communauté musulmane. Est-ce que dans les chiffres d'UNIA, dans les signalements d'UNIA, vous analysez de quelle idéologie sont les personnes qui vont porter ces discours ? Alors, pas directement, parce que d'une part, sur toute une série de discours, on ne sait pas nécessairement trouver les auteurs, ça dépend un petit peu, on ne fait pas d'analyse non plus sociologique, et quand il y a des agressions, et là je veux être extrêmement clair, quand ce sont des agressions, des infractions, on porte systématiquement plainte aux côtés des victimes si elles donnent leur accord. Et donc, par exemple, depuis le 7 octobre, on a enregistré 9 agressions ou dégradations de bâtiments, et à ce moment-là, il n'y a pas de... Mais effectivement, on n'identifie pas nécessairement les auteurs ou le profil, mais on ne le fait pas sur l'ensemble des discriminations non plus, mais ce n'est pas non plus le profil d'auteur n'est pas une cause d'excuse, quelle qu'elle soit, on y va. Donc, il y a des choses qui sont importantes. Alors, quand vous parliez effectivement d'antisémitisme sur un plan politique, il y a quand même eu la condamnation de Dries Van Langenhove, qui était un ancien député, qui n'est pas un enfant de la collaboration, mais qui a été puni, qui a été sanctionné pour antisémitisme et négationnisme dans son groupe qu'il avait mis en place et pour lequel il a été condamné. Donc ça fait partie effectivement d'une des réalités. Et dans le même temps, on a aussi fait condamner Sharia for Belgium et Fouad Belkacem qui tenaient des propos effectivement à la fois antisémites et à l'égard des non-musulmans extrêmement violents. La toute première condamnation qu'il y a eu, c'était pour ces faits-là. Il y en a eu d'autres par après, mais la première, c'était pour une infraction à la loi contre le racisme. Et donc, il faut rappeler ça. Donc, c'est aussi des choses parce que c'est des personnes qui ont de l'influence aussi et qui ont un discours qui est nuisible et qui est dangereux pour la société. Et du coup, à cet égard, quel regard vous portez sur les résultats, par exemple, des élections en Flandre, avec un parti comme le Vlaams Belang, où on sait qu'effectivement, certains membres ont tenu des propos antisémites, ou en tout cas sont des idéologies qui sont portées par ce genre de parti. Quel regard vous portez sur la montée de l'extrême droite en Flandre ? On ne peut pas s'en réjouir, évidemment. Alors, à la fois, on avait annoncé l'extrême droite comme incontournable, mais ne l'est pas, et donc c'est un tout petit motif de satisfaction, mais ils sont quand même en progrès, ils ont eu plus d'1 million d'électeurs, et très honnêtement, moi je travaille pour une institution interfédérale, et donc j'ai des collègues qui sont néerlandophones et qui me disent dans la vie quotidienne c'est extrêmement difficile, ils ont des enfants qui ont 16, 17, 18 ans et qui sont confrontés à des propos à la maison, avec les amis, etc., qui votent pour le Vlaams Belang, qui sont très... On sait que c'est un groupe qui est visé en particulier les jeunes qui n'ont pas toujours nécessairement le sens de l'histoire et qui sont séduits par ce discours-là sur les réseaux sociaux. Donc c'est inquiétant et c'est préoccupant et on voit que ça a une influence dans la vie de tous les jours. Alors, pour être tout à fait honnête, c'est pas
tellement ou uniquement lié à l'antisémitisme, c'est aussi une forme d'exclusion de tous les types de minorités. Quand vous expliquez qu'il y a une acceptation de l'homosexualité actuellement, mais il y a quand même un mouvement qui devient très hostile dans ces mouvements-là d'extrême droite par rapport aux étrangers, par rapport aux migrants, par rapport à toutes les minorités. Et ça, c'est une réalité aussi, c'est que souvent les personnes qui sont extrémistes cumulent les haines sur les minorités. Oui, et c'est pour ça que je dis que c'est un problème de société dans son ensemble. C'est pour ça qu'il faut revenir à une forme d'universalisme et de solidarité entre les minorités par rapport à tous ceux qui veulent nous discriminer et qui juste... Les formes de discrimination... J'ai encore un cas récent où une école juive à Anvers s'est vue refuser la location d'une salle pour faire une fête de fin d'année. Et c'est clairement écrit dans l'email en disant, bon là c'est par rapport au conflit à Gaza. Je dis, mais où est-ce qu'on va ? Pourquoi est-ce que... En fait, c'est comme si le fait d'avoir une religion vous obligez forcément à avoir une opinion particulière. C'est quand même très, très compliqué aujourd'hui de trouver que ça c'est une norme et que c'est quelque chose qu'on peut accepter. Mais donc, moi, ce qui me fait peur dans l'évolution des augmentations de l'antisémitisme, et voilà, 4 actes l'année passée, 66 cette année, et je le répète, c'est que ça ne concerne pas que la communauté juive. Aujourd'hui, la communauté juive en est plus particulièrement victime. Et c'est vrai, être juif sur un campus universitaire, c'est très compliqué. Et pour certains, vous risquez de vous faire étrangler, ce qui est arrivé au président de l'Union des étudiants juifs. Je n'ai pas vu une manifestation spontanée de tout le corps politique en disant « ceci est inacceptable ». Quand vous avez la marche des fiertés, la Pride, tout le corps politique vient se mettre en première ligne. Quand vous avez une marche contre l'antisémitisme, ça a été très compliqué d'avoir l'État qui vient dire de manière claire ces discriminations contre les Belges juifs, c'est des discriminations contre tous les Belges et c'est insupportable. Donc, on sent qu'il y a une différence de traitement, et je reviens avec ma blague sur les juifs et les coiffeurs. C'est parce qu'il y aurait une raison de dire, oui, mais il y a encore un contexte qui justifie. Non, il n'y a pas de contexte. Non, rien ne justifie. Il n'y a rien qui justifie ça. Mais si vous regardez, je citais juste un chiffre du sondage, ils disent que 28% des Belges pensent que les juifs belges ne sont pas vraiment des Belges comme les autres. Si on pense qu'on n'est pas comme les autres, donc on a droit à faire un traitement différent. Et donc on accepte qu'on les traite de terroristes ou de psychopathes, vu qu'ils ne sont pas complètement comme les autres. Et si vous allez dans la granularité du sondage, ils sont 50% à l'extrême droite à penser que les juifs belges ne sont pas vraiment des Belges contre les autres. Donc pourquoi est-ce qu'on est inquiet de la montée de l'extrême droite en Flandre ? C'est pour ça. Il y a aujourd'hui des chiffres qui objectivent ce qui était peut-être... perçu comme un fantasme ou une exagération, en disant « Ah ouais, mais vous les juifs, vous exagérez toujours, vous utilisez la Shoah ou vous utilisez l'antisémitisme à tout va pour agiter un peu et créer de la panique. » Ici, on voit que ce n'est pas vrai. Dans les chiffres, dans les actes, dans les attitudes, nos concitoyens, quand je regarde autour de moi, une personne sur 4 à Bruxelles, je dois considérer qu'elle a une attitude négative, voire hostile par rapport à moi, par rapport à mes enfants. Et donc, c'est compliqué, et c'est compliqué au quotidien. Nos scouts ne peuvent pas sortir dans la rue avec leur chemise scout sous le risque de se faire agresser. Nos écoles doivent être protégées. Il est impossible de se rassembler en tant que juif pour faire une manifestation sans sécurité. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que l'on souhaite ? On ne souhaite pas ça. Nous, on souhaite la normalité. Moi, je souhaite que... Même, je dirige un centre communautaire. Je n'ai pas envie d'avoir de la sécurité. J'en ai besoin. Mais je préférerais que mes portes soient ouvertes, mes fenêtres soient ouvertes, les gens puissent entrer et sortir, et que mes enfants puissent aller librement. Donc, la liberté d'aller et de venir n'est aujourd'hui pas garantie pour les citoyens belges juifs. Mais du coup, on fait quoi ? On fait quoi maintenant ? Quels sont les moyens supplémentaires qu'on peut mettre en place pour lutter contre cet antisémitisme qui n'est plus latent, qui est là ? Moi, je crois, mais je ne sais pas si vous allez confirmer cela, c'est qu'il y a
une méconnaissance de ce qu'est la vie juive, de ce qu'est être juif, et qu'il y a beaucoup de fantasmes et de représentations. Et donc, moi, je peux souligner qu'il y a des organisations qui font des efforts pour faire connaître la vie juive. On peut penser à ce que fait le musée juif, mais le CJ a publié toute une série de brochures à destination des professionnels non juifs pour expliquer c'est quoi la vie juive. Et il y a là tout un mouvement qui est fait parce que connaître, ça permet de respecter aussi. Parce que sinon, on est dans le fantasme. On imagine que le juif est quelqu'un qui est comme il y en a beaucoup moins que ce qu'on croit en Belgique. On est probablement très peu confronté dans la vie quotidienne quand on est en Belgique avec des juifs où on s'en rend. Et il n'y a pas de visibilité non plus par rapport à d'autres types de minorités qui se voient plus. Et donc, je pense qu'il y a vraiment tout un travail qui est à faire, de faire connaître c'est quoi la vie juive, c'est quoi être juif, et pas uniquement la religion, c'est aussi des questions de culture, d'ascendance, etc. Et on ne le connaît pas. Je pense. Le problème, c'est quelque chose qui est important. C'est que cette stratégie d'évitement a fait que nos enfants fréquentent de moins en moins les écoles, les écoles publiques, se réfugient quelque part dans les écoles juives. Enfin, moi, j'étais à l'école de la ville de Bruxelles, c'était évident à mon époque, j'ai 50 ans. Aujourd'hui, dans ces mêmes écoles, les enfants juifs cachent le fait qu'ils sont juifs. Ils ne le disent pas, parce que s'ils le disent, à nouveau, ils vont devoir justifier toute une série de choses. Alors, on peut parler beaucoup des conséquences de l'antisémitisme et renforcer la sécurité, etc. Moi, je pense que c'est nécessaire et l'État doit probablement en faire plus pour que les conséquences de l'antisémitisme portent moins atteinte à la liberté de mouvement des citoyens belges juifs. Mais l'important, et je rejoins M. Charlet, c'est de travailler sur les causes. Ça ne fonctionnera que si on travaille sur les causes. Le CCLJ, nous, on a été créé par des survivants de la Shoah, par des anciens résistants, pour que le plus jamais ça. Et donc, on a créé un programme de lutte contre l'antisémitisme, mais plus loin, un programme d'éducation à la citoyenneté qui s'appelle La haine, je dis non. Parce qu'on ne va pas parler que de nous. Quand on parle de discrimination, on parle de tout le monde. Et aujourd'hui, on a créé ce programme en 2002. Il y a déjà 33 500 élèves. Donc, c'est un programme qui se fait dans les écoles primaires et secondaires, où on parle d'éducation à la citoyenneté, de droit à la différence, et aussi de l'histoire et de la mémoire des génocides du XXe siècle. Alors, 33 000, c'est bien. Mais je pense que la lutte contre les discriminations, ça doit être aussi important que la visite médicale. On devrait avoir tous les enfants, que ce soit obligatoire. Il appartient en politique de déterminer comment ça se passe. Est-ce que c'est dans les cadres des programmes de citoyenneté dans les écoles? Mais si on veut continuer à faire société à l'avenir, et si chaque minorité doit pouvoir continuer à vivre et avoir le droit d'exister, d'aller et de venir, je pense qu'il appartient à la société de prendre acte par rapport à ça, de prendre des dispositions. Alors c'est vrai, nous on fait des choses magnifiques. On fait une exposition qui s'appelle Juif, qui va déconstruire les préjugés antisémites. Qui est très très bien faite. Hein. Oui, on a eu l'occasion de la visiter. Donc, on fait toute une série d'outils pédagogiques et si ça intéresse vos éditeurs, avec grand plaisir. Mais la haine, je dis non. Hein. Déjà, il y a tout ça aussi. Enfin, on peut trouver tout sur le site du CCLJ. Ce qu'ils font, c'est magnifique, mais je voudrais que ça puisse se déployer partout, parce que quand on parle d'antisémitisme, en fait, on parle de discrimination d'une minorité qui aujourd'hui est agressée même physiquement, mais on parle de toutes les minorités. Patrick Charlier, il y a aussi le mécanisme de coordination interfédérale de la lutte contre l'antisémitisme qui vient d'être mis en place, qui remplace une ancienne structure. Quel est son rôle et en quoi ça peut aussi faire bouger les choses, ce mécanisme ? Alors, c'est un mécanisme qui a été pris à l'initiative de la secrétaire d'État sortante, qui rassemble l'ensemble d'organisations juives, de services de police, des administrations, mais aussi, c'est pour ça qu'il est interfédéral, les communautés régions. Et c'est important parce que c'est au niveau des communautés régions que se mènent les politiques préventives. Hein. Vous parlez d'éducation, il faut impliquer. Avant, c'était un mécanisme uniquement fédéral et il y avait une forte demande de travailler sur la prévention, mais le fédéral disait, mais ça, le travail dans les écoles, l'éducation permanente, la culture, etc., c'est pas pour nous. Et donc, c'est un des avantages. Et 2 groupes de travail ont été mis en place, dont un pour travailler sur la prévention de l'antisémitisme, qui est extrêmement important. La répression est indispensable
mais la prévention vient en premier lieu à mes yeux. Oui, parce qu'on parlait de la répression. Il faut savoir qu'effectivement, on a cité le nombre de signalements. Évidemment, tous les actes et tous les discours antisémites ne sont pas toujours signalés. Ah non, bien entendu, ce n'est que la pointe, c'est la pointe de l'iceberg. Ça ne représente jamais que les personnes qui viennent chez nous. On n'est pas proactif et donc il faut pouvoir prendre la mesure de ce qui se passe dans la société par rapport à ce qui nous arrive. Alors pour nos auditeurs qui voudraient aller plus loin sur ces thématiques, parce qu'il y a plein d'informations dans tous vos rapports et sur vos sites internet, je vous invite à consulter le site internet d'Ounia, où il y a un rapport sur l'antisémitisme qui est sorti fin 2023, avec même une annexe début 2024, oui, voilà, début 2024, mais qui porte sur les années précédentes, et avec une annexe qui concerne plus particulièrement la période après le 7 octobre, mais qui est aussi une vision beaucoup plus large. Donc ça, c'est sur le site d'Ounia. Et puis après, évidemment, le site du CCLJ avec tous les programmes de prévention, notamment que vous mettez en place, et l'Institut Jonatas, où on retrouve cette enquête très intéressante, où là, on n'a abordé que quelques chiffres, mais j'invite vraiment nos auditeurs à aller lire cette étude, ce sondage. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Benjamin Beckmans, merci Patrick Charlier. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous.